Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du lycée Notre-Dame sur votre antenne RCF. De retour pour vos chroniques préférées, j'ai à mes côtés Ludo, Lou et Maya. Bonjour. Au programme, un voyage vers Liverpool pour un événement international qui s'est passé en Angleterre ce samedi 13 mai. Avec Maya, avec Ludovic, on prendra de l'altitude et on sortira même de notre atmosphère pour retrouver la Lune et Mars. Et enfin, en parlant de Lune, Lou nous exposera les bons et les mauvais effets d'un bon et d'un mauvais sommeil. Alors commençons tout de suite par notre voyage en Angleterre. Maya, dis-nous ce qui s'est passé là-bas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement très récent, l'Eurovision, puisque l'édition de 2023 a eu lieu seulement le samedi 13 mai. Qu'est-ce que c'est cet événement en fait, l'Eurovision ? L'Eurovision, c'est 67 éditions dans 26 pays différents et plus de 200 millions de téléspectateurs à travers le monde. Ce concours de chant fut créé à la base grâce à la volonté des dirigeants politiques de nouer de véritables liens avec leurs pays voisins. C'est donc en 1956, en Suisse, que 7 pays s'affrontent à travers le chant. L'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg, l'Italie, les Pays-Bas et bien sûr la Suisse, qui sera le premier gagnant officiel de l'Eurovision. Suite à cela, de nombreux pays se joindront à la grande famille Eurovision, jusqu'à atteindre les 37 pays en 2015. Et donc ça reste inchangé jusqu'à aujourd'hui. Ce concours, donc à l'origine, il était destiné aux pays européens, mais il s'est carrément étendu en Australie et en Azerbaïdjan. Il a permis à de nombreux chanteurs et chanteuses d'avoir par la suite une longue carrière, comme par exemple France Gall, Amir, ou encore le gagnant de la saison de 2019, Duncan Lawrence, dont la chanson Arcade est devenue extrêmement connue. Mais l'Eurovision a également accueilli de très grandes voix, comme par exemple Céline Dion en 1988, ou bien Conchita Wurst en 2014, donc ce qui leur a valu à toutes deux la victoire. À ne pas oublier aussi les groupes qui ont pu gagner, comme par exemple le très célèbre groupe ABBA en 1974, ou bien Maneskin, gagnant de l'édition 2021. Toutes ces éditions possèdent une grande diversité, ce qui rend le concours encore plus riche et permet à chaque téléspectateur ou spectateur de passer un bon moment. Cette année était un peu spéciale puisque pour cette 67e édition, l'UER, donc l'Union Européenne de Radio-Télévision, qui est l'organisatrice du concours, a décidé pour la première fois d'ouvrir les votes aux spectateurs des pays non participants pour les demi-finales et les finales, avec toujours l'impossibilité de voter pour son propre pays. Cette nouvelle règle permet une fois encore d'élargir les portes de l'Eurovision avec un public toujours plus important. Pour l'édition 2023, le concours s'est déroulé à Liverpool, en Angleterre, puisque cette année, l'Ukraine, gagnante de la précédente édition, se trouve, au vu des événements qui s'y passent, dans l'impossibilité d'accueillir le spectacle. Les festivités ont donc été placées sous le signe de la solidarité envers l'Ukraine, tout de même présente avec son duo Dvorsky. Donc la première place s'est disputée jusqu'au dernier instant entre la Finlande avec son titre Cha Cha Cha, chanté par le chanteur Karija, et la Suède, représentée par la chanteuse Loreen, qui a interprété Tattoo. Donc je rappelle que des points sont attribués tout d'abord par les jurés de chaque pays participant, donc ça va de 1 à 12 points, puis des votes du public sont traduits à leur tour en points pour maintenir le suspense au maximum. Donc cette année ça a été très serré puisque la Suède a remporté énormément de fois les 12 points. Elle a donc pris énormément d'avance, mais la Finlande l'a devancée au dernier moment, avec énormément de votes du public. Cependant, la Suède en a eu par la suite également, ce qui lui a valu la victoire. C'est donc une victoire de plus pour la Suède, qui arrive à ex-aequo avec l'Irlande, qui possède déjà 7 victoires. L'an prochain, l'Eurovision aura donc lieu en Suède, qui pourra alors fêter les 50 ans de la victoire du célèbre groupe ABBA en 1974. Merci Maya pour cette chronique sur l'Eurovision, toujours à l'international, mais dans l'espace cette fois-ci on rejoint Ludo qui va nous parler d'une mission de la NASA. Et oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de m'évader de la planète Terre pour vous faire une chronique spéciale sur le projet Artemis de la NASA. C'est un projet qui vise à retourner sur la Lune d'ici 2024 et ce programme ambitieux vise à établir une présence humaine durable sur la Lune et à préparer le terrain pour des missions ultérieures vers Mars. La mission Artemis prévoit de renvoyer des astronautes sur la surface lunaire, y compris la première femme à marcher sur la Lune.
La NASA travaille en étroite collaboration avec beaucoup de partenaires internationaux, donc des entreprises, mais aussi des industries dans le spatial, qui serviront de plateforme pour des missions lunaires. C'est donc des missions qui sont extrêmement importantes pour l'heure actuelle. Et oui, cette initiative est passionnante car elle représente une étape majeure dans l'exploration spatiale humaine. Elle permettra de tester de nouvelles technologies, de mener des expériences scientifiques et d'étudier la faisabilité d'une vie durable sur la Lune. De plus, elle ouvre la voie à des futures missions vers des destinations plus lointaines, notamment Mars. D'ailleurs, en parlant de Mars, nous allons faire un bond dans le passé et je vais vous parler du rover. Donc c'est un engin assez exceptionnel de la NASA. Donc je vous le rappelle, le rover Perseverance qui a été lancé en juillet 2020 et qui a atterri sur la planète rouge en février 2021. Donc en fait, le rover Perseverance est une mission qui avait pour objectif de rechercher des signes de vie passés sur Mars et de collecter des échantillons de roches sur le sol qui seront renvoyés sur la Terre pour une analyse plus approfondie. Cette mission est considérée comme l'une des plus importantes et des plus ambitieuses dans l'histoire de l'exploration spatiale, car elle pourrait fournir des informations clés sur les origines de la vie de notre système solaire et sur la possibilité d'une vie extraterrestre. Alors du coup, des échantillons collectés par le rover Perseverance seront envoyés sur Terre par une mission future qui est prévue dans les années à venir. Donc voilà, tous ces faits sur l'espace sont assez intéressants et très actuels parce que la NASA est en train de récolter beaucoup de fonds pour son projet et on l'encourage d'ailleurs. Je pourrais vous poser une question aux invités d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette potentielle solution qui est d'implanter des bases dans l'espace, donc sur Mars ou sur la Lune? Qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces projets-là? Pour qu'elle soit habitée, tu veux dire? Oui. Moi, je pense de manière personnelle que je pense que c'est pas nécessaire. À mon avis, on trouvera probablement des solutions pour continuer à vivre sur Terre. C'est vrai que la surpopulation, comme on pourrait l'entendre, ça va commencer à faire beaucoup, mais je pense que la Terre nous réserve bien des surprises et a bien des ressources pour tous ses habitants. Mais effectivement, c'est toujours très intéressant d'un point de vue scientifique d'aller voir un petit peu ailleurs si c'est faisable ou pas. Pour moi, ça pourrait être vraiment un super moyen de développer encore plus les technologies et tout ça, parce que faire des colonies sur la Lune et même Mars, mais bon, ça pas encore, ça pourrait être vraiment génial pour les technologies et en découvrir encore plus sur l'espace et les origines, quoi. En parlant toujours espace, étoiles et lune, on va se pencher sur le sommeil avec Lou qui va nous expliquer les bienfaits de celui-ci. Eh bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous savez ce que nous faisons 122 jours par an? Dormir. Eh bien oui, c'est tout à fait ça. Nous passons toutes ces journées à dormir. Donc c'est pourquoi je vais vous parler du sommeil aujourd'hui. C'est quoi précisément les effets du sommeil sur nous? Les effets, eh bien, il y en a plusieurs. Donc tout d'abord, chez un étudiant, eh bien, ça va impacter notre manière d'étudier. Donc, plusieurs chercheurs et scientifiques se sont penchés sur la question et ils ont démontré, tout simplement que le sommeil facilitait nos capacités de mémorisation. Donc, comment? En isolant, comme en faisant une bulle, en fait, notre cerveau de tous les petits bruits extérieurs, afin qu'il puisse se concentrer sur tout ce qu'il a accumulé pendant toute la journée. Et comment du coup ça se passe le sommeil dans la nuit quand on dort? Qu'est-ce qui se passe? En fait, on peut séparer le sommeil en deux phases. Donc il y a le sommeil lent et puis le sommeil paradoxal. Mais on va parler plus du sommeil lent puisque c'est celui-ci qui nous intéresse le plus parce que c'est lui qui permet de renforcer la communication entre les deux zones du cerveau, donc qui sont le cortex et l'hippocampe. Et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ces deux zones cérébrales? En fait, l'hippocampe, elle permet un peu de se ressouvenir de la période d'apprentissage de toutes ces données et elles sont ensuite transférées vers la zone du cortex qui va stocker toutes ces informations sur le long terme. Donc il n'y a pas que pour les étudiants, bien sûr que le sommeil est bénéfique, puisqu'il est bénéfique pour tout le monde, puisqu'il nous permet de prendre par exemple quelques millimètres dans la nuit, car c'est après l'endormissement que l'hormone de croissance, elle atteint son pic. Mais bon, on s'en rend pas vraiment compte, puisque à la fin de la journée, on a presque perdu tous les petits millimètres qu'on a gagnés pendant la nuit. Et il semblerait aussi que ça nous permet d'être en meilleure santé. Eh bien oui, c'est pas une blague, le sommeil permet vraiment de soutenir notre système immunitaire. Donc une étude américaine a montré que les personnes ayant dormi
moins de 6 heures, tombaient plus malades de certains virus, comme par exemple la rhinopharyngite, que ceux qui avaient dormi plus longtemps. On peut aussi penser peut-être étonnamment que le sommeil a de très bons effets sur le bonheur et la bonne humeur. Eh bien oui, le sommeil joue un rôle très important même pour combattre ou du moins limiter la dépression ou l'anxiété, etc. Puisque mal dormir, ça fatigue aussi bien physiquement que mentalement et il impacte notre morale. Donc le manque de sommeil favorise donc les troubles de l'humeur et ces derniers peuvent parfois avoir un effet négatif sur notre vie professionnelle ou familiale. Donc non. Le sommeil n'est pas une perte de temps. Encore heureux, je pense qu'on en a bien besoin tous dans notre quotidien. Et on arrive déjà à la fin de notre émission. J'espère que vous aurez apprécié. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre compte Instagram, média-ND, ou en rediffusion sur le site de votre très chère radio RCF. Et puis on se retrouve donc le mois prochain pour notre toute dernière émission de l'année. Je serai accompagné, je l'espère, de mes terminales préférées pour conclure en beauté notre dernière émission avant notre départ pour les études supérieures. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée et d'ici là, prenez soin de vous.